Je vous propose de revivre toute la période des grandes invasions par une série de petites cartes animées. Ça va nous emmener jusqu'à la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. Alors pour ça, on va se mettre à la place des Romains, mais aussi des barbares, on va se faire plaisir. Dans cette première vidéo, on va déjà faire un état des lieux de la situation dans l'Empire romain vers l'an 370. À cette époque, on est en plein dans l'Antiquité tardive, c'est ce qu'on appelle le Bas Empire. Donc rien à voir avec la période de gloire de l'Empire romain. Il faut savoir qu'au siècle précédent, il y a eu une période dramatique qu'on appelle l'anarchie militaire, avec des invasions de barbares à n'en plus finir, sur le Rhin, sur le Danube, depuis l'Empire perse, le tout cumulé à des guerres civiles dues à des luttes de pouvoir entre empereurs rivaux. L'Empire a bien failli y rester, mais finalement, c'est l'empereur Dioclétien qui a fini par redresser la barre. Pour ça, il a utilisé deux moyens particulièrement efficaces. D'abord, il a embauché des barbares pour qu'ils servent dans l'armée romaine. Bon, il faut dire que les Romains ont été ramollis par le confort de la civilisation, ils savent à peine tenir une arme. Aujourd'hui, seul un Germain peut en vaincre un autre. La deuxième astuce, ça a été de mettre simultanément deux empereurs à la tête de l'Empire. Un qui s'occupe des frontières de l'Occident et l'autre qui s'occupe de l'Orient. En 370, les deux compères s'appellent Valentinien et Valence, et ils ménagent pas leurs efforts pour repousser les barbares. Alors attention, l'Empire romain n'est pas divisé pour autant. Le trésor reste commun aux deux empereurs. Ça veut dire notamment que les richesses de l'Orient peuvent encore servir à payer les armées d'Occident. Je pense aux mines d'or d'Anatolie, celles qui ont fait la richesse de Midas, de Crésus notamment, et qui peuvent servir à payer tribut aux barbares. Et puis il y a le blé d'Égypte qui alimente tout l'Empire. D'ailleurs, c'est en perdant ces matières premières que l'Occident va amorcer sa chute. Pour l'instant, la différence entre l'Orient et l'Occident est surtout linguistique. À l'ouest, on parle latin dans toutes les grandes villes, alors qu'à l'est, on parle le grec. Bon, c'est pas pour ça que tout le monde parle grec ou latin à la maison. Par exemple, au fin fond des campagnes de Gaule, on parle encore des dialectes celtiques. Pareil dans l'île de Bretagne. Pour ce qui est de l'Afrique, les Berbères sont encore très majoritaires, et en Égypte, la population rurale parle le copte, qui découle directement de l'ancien égyptien. Cela dit, on sent bien que les mondes grec et latin créent déjà une fracture entre l'Orient et l'Occident qui va faire que s'amplifier dans les décennies à venir. Un dernier mot au sujet de la religion. Suite à l'anarchie militaire, les gens ont commencé à douter de leurs anciens dieux. Du coup, le christianisme s'est rué dans la brèche. Depuis l'empereur Constantin, la mutation religieuse n'arrête pas de prendre de l'ampleur. Bon, aujourd'hui, le christianisme n'est pas encore une religion d'État, mais il continue de gagner des parts de marché. En fait, les chrétiens eux-mêmes ne sont pas encore tout à fait sûrs de la véritable nature de Jésus. En gros, il y a deux tendances. Il y a les ariens qui pensent que Dieu a créé Jésus pour diffuser sa bonne parole. Donc, ils mettent une hiérarchie entre le Père créateur et Jésus sa créature. Et puis au contraire, les nicéens qui considèrent que Jésus est Dieu lui-même. Père, Fils, Saint-Esprit, Dieu, c'est tout ça à la fois. C'est ce qu'on appelle la Sainte Trinité. Bon, aujourd'hui, ça nous paraît complètement dérisoire, mais à l'époque, les gens trouvaient ça fondamental. Et on va voir que ça va entraîner des conséquences politiques majeures. Voilà pour l'état des lieux en l'an 370. Il est temps maintenant de se mettre dans la peau de ceux qui vont mettre un coup de pied dans la fourmilière, les Huns. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.